la grande Catherine. Pas grande par la taille, mais grande par le règne. Et la grande Catherine, Catherine II de Russie, n'était pas amenée à régner. Le vrai nom de la grande Catherine, c'est Sophia Frédéric Augusta d'Anhalt-Zerbst. C'est une princesse allemande qui naît le 2 mai 1729 en Poméranie, donc en Pologne, et elle est décédée le 17 novembre 1796 à Saint-Pétersbourg. Donc, on va se situer sur la frise chronologique française. 1729, Louis XIV meurt en 1715, donc on est à la fin de la Régence, le début de Louis XV. 1796, on est à la fin de la Terreur en France. Voyez, donc elle couvre le règne de Louis XV, le règne de Louis XVI. Elle est donc son vrai prénom, Sophia, lui est ôté à son baptême orthodoxe, qui va intervenir avant son mariage, mais on reviendra là-dessus. Donc, son père est Christian August d'Anhalt-Zerbst et sa mère est une Holstein, Jeanne Elisabeth de Holstein-Gottorp. Ce sont des Prussiens, de vrais Allemands. Son père, il est de la maison Anhalt-Zerbst et il est officier dans l'armée du royaume de Prusse, qui est un des principaux États du Saint-Empire germanique. Et en 1729, il commence la place de Sterlin, où va naître Catherine, au château ducal. Et en 1741, il devient gouverneur de la province de Poméranie et il devient prince souverain d'Anhalt-Zerbst. Comme toutes les familles royales régnantes dans le Saint-Empire royal germanique, on a affaire à des protestants. Et elle va subir une éducation stricte, une éducation protestante. Elle est affublée d'une nourrice française, une huguenote, Babette Cardel, qui va diriger absolument toute son éducation civile et religieuse. Elle n'a pas été éduquée pour régner. Elle a été éduquée, comme toutes les princesses de l'époque, pour donner au monde des héritiers des différents trônes. Et justement, un trône se présente, celui de Pierre III. Alors, on va situer Pierre III. Pierre III le Grand, alors, c'est les Russes qui l'appellent le Grand parce que l'histoire ne retiendra pas ce nom. C'est le fils de Pierre le Grand et de sa fille Élisabeth. Oui, oui, de sa fille. Les mœurs russes de l'époque, notamment chez Pierre le Grand, sont assez, comment vous dire, fouillues. Très basées en dessous de la ceinture, Pierre le Grand a eu un nombre de maîtresses totalement incalculable et il n'hésitait pas à culbuter les membres de sa famille qui lui plaisaient. Il y a donc un certain nombre d'enfants bâtards qui se sont dissimulés dans la nature
Mais Pierre III, quand il naît de sa fille, et donc la princesse Élisabeth. Il est donc le grand-père et l'oncle. Ce qui va laisser, comment vous dire, qui va laisser des traces dans son éducation. Pierre III est envoyé en Allemagne pour, comment dire, avec sa mère officielle. Oui, parce qu'on ne pouvait pas décemment dire que Pierre III était, pour l'Église, même orthodoxe de l'époque, ça serait jamais passé. Coucou Marvel. Donc Pierre III va partir avec sa mère officielle, Anna Petrovna de Russie, en Allemagne, pour suivre Charles Frédéric de Holstein-Gottorp, le géniteur. Pourquoi on a choisi Anna Petrovna de Russie? Parce que c'est aussi une fille de Pierre le Grand, mais que cette fille-là est beaucoup plus rangée des voitures, si je peux m'exprimer ainsi, et donc peut éduquer avec ce prince allemand un fils qui ressemble étrangement à sa tante officielle et à sa mère Élisabeth. Pierre va naître à Kiel en février 1728 et Anna Petrovna ne va pas lui survivre beaucoup. On pense qu'elle est morte d'une maladie de l'époque qui s'attrapait dans les salons cossus de Saint-Pétersbourg. Pierre est élevé en Allemagne, Catherine aussi. Les deux sont apparentés. Ils sont tous les deux arrière-petits-fils de Christian Albert de Holstein-Gottorp. Et ils vont se rencontrer la première fois en Holstein. C'est pour ça qu'après, ça va changer de nom. Pierre va devenir duc de Holstein-Coburg. Donc, Catherine est sa petite cousine. Petite cousine, en gros. Et dès son enfance, on démarre. Dès son enfance, Pierre a montré de graves lacunes intellectuelles et de comportement. Ça va pas s'arranger. Je préfère vous le dire. Donc, on va essayer à Holstein de faire revenir dans le giron familial une autre couronne. Alors, la mère de Sophie, Catherine, on va dire la mère de Catherine, a beaucoup d'intérêt à faire fructifier des affaires en Russie. Donc, elle se dit que le meilleur moyen de faire fortune en Russie, c'est de marier son fils à Pierre. Et donc, elle va comploter pour les faire rencontrer. Seulement, le problème de Pierre III, qui n'est pas encore Pierre III, c'est qu'il a un comportement totalement instable, il est inéducable, il sait à peine lire, il sait plus ou moins compter, et surtout, il a un caractère fantasque, qui l'empêcheront
d'entretenir des relations sociales stables. Mais c'est un... Il y a beaucoup de problèmes en Allemagne avec le Saint-Empire romain germanique. Et non, on parle de la Grande Catherine. Donc, Sophie, qui deviendra Catherine, Sophie représente un danger et un avantage. Un danger, pourquoi? Parce que toutes les grandes têtes couronnées de l'Europe veulent réclamer les trônes de l'Empire romain germanique. Même la Russie. Et un avantage parce que c'est une princesse, une Holstein, c'est une Zerbst, et elle peut continuer la lignée de Pierre le Grand malgré le fait qu'elle soit prussienne. Donc il va y avoir des tractations diplomatiques totalement extravagantes. Je te donne ça, tu me donnes ça, on se donne ça, je prends ça, elle, tu lui donnes ça, elle va faire ça. Bref, la famille de Sophie va devenir son impresario et on va lui faire comprendre assez vite qu'il se joue des choses, mais dans son dos. Et quand je dis dans son dos, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Elle a alors 14 ans, elle comprend parfaitement qu'elle va être l'enjeu du pouvoir. Elle est réglée assez tard et en étant promise à Pierre le Grand, elle est envoyée en 1744 à Saint-Pétersbourg. Pourquoi Saint-Pétersbourg? Et pourquoi pas Moscou? Parce que Moscou n'est pas la capitale de Pierre le Grand. Il considère même Moscou comme un ramassis de paysans qui ne sont bons qu'à comploter contre l'empereur. Il va donc créer de toutes pièces une ville, Saint-Pétersbourg, la ville de Pierre le Grand, avec un palais plus ou moins construit sur les plans de Schönbrunn en Autriche, avec le même style baroque blanc et doré qu'on connaît à l'époque. Et on va l'envoyer le 28 juin 1744 pour se fiancer avec Pierre qu'elle n'a vu qu'une fois et qui est son petit cousin. Les fiançailles ont lieu le lendemain. Tous les conseillers de Pierre le Grand lui indiquent que Sophie est la digne héritière que la Russie attendait. Et c'est là que ça se complique. Elle est huguenote, protestante. La couronne est orthodoxe. On va lui demander donc, avant 1745, c'est-à-dire avant un an, de se former à la nouvelle religion, d'en obtenir le baptême et de se faire donatrice du patriarche Cyril. Cherchez pas, ils s'appellent tous Cyril. Et on va donc baptiser Sophie par Catherine. Elle a 15 ans. Elle se marie avec l'héritier du trône de Russie dans une cérémonie somptueuse et somptuaire. On parle de 10 jours de fête ininterrompus. On parle d'innombrables banquets qui vont rayonner sur les cours de l'Europe entière. Évidemment, vous savez que pour des mariages royaux, la première nuit
est crucial. Car si la mariée n'a pas été déflorée, son rôle à la cour est extrêmement dangereux. On l'a vu avec Marie-Antoinette. Catherine ne relève pas quoi que ce soit sur la sexualité de Pierre. Pierre a 17 ans, 2 ans de plus qu'elle. Est-ce qu'il est immature sexuellement? On verra que non. Est-ce qu'il est impuissant en raison d'un phimosis? Ça nous rappellera quelque chose. On ne le sait pas vraiment. Ce qu'on sait, par contre, c'est que Catherine n'en est pas à son galop d'essai. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle a déjà une réputation très présente sur sa sexualité précoce. Le mariage ne rapproche pas les époux, mais au XVIIIe siècle, c'est parfaitement normal. De plus, Catherine est une femme éduquée. Car si dans la religion protestante, on est strict avec certaines choses, on ne l'est pas avec l'instruction. On ne badine pas avec l'instruction. C'est donc une fervente lectrice de Machiavel, de Tacite, de Voltaire et de Montesquieu. Et on verra que Voltaire va avoir une énorme incidence sur la vie de Catherine. Et elle est extrêmement courtisée par l'opposition au tsar de toutes les Russies, Pierre le Grand, et elle est tellement courtisée par l'opposition qu'on va la placer en résidence surveillée au palais de Peterhof, littéralement traduit de l'allemand le château de Pierre, et son mari, Pierre III, menace de la faire enfermer et remplacer par sa maîtresse sur le trône à ses côtés. Au bout de 8 ans de mariage, en 1753, Catherine n'a toujours pas d'enfant. Et ça, pour une famille régnante, c'est une catastrophe. Car on considère qu'elle n'a pas rempli son devoir envers la patrie russe. Et donc, Élisabeth Ière, sa belle-tante, la mère cachée de Pierre III, qui est montée sur le trône après Pierre le Grand, commence à se dire « ça ne va pas le faire ». Elle veut absolument que Pierre III ait une descendance. Elle va même suggérer à la future impératrice, qui est grande-duchesse de Russie, de prendre un amant si elle n'est pas compatible avec les assauts pas très constructifs de Pierre. Malgré tout, et tous les conseils d'Élisabeth vont aller à terme, elle va apprendre à Pierre III elle va lui donner des conseils pour exciter sa donzelle, et il va naître de tout ça un fils, Paul, qui naît en 1754 et qui va asseoir la position de Catherine à la cour. Elle a eu beaucoup d'amants dans sa vie, et on soupçonne même Paul de ne pas être le fils naturel de Pierre. Mais comme Pierre s'est entiché de l'enfant et qu'il représente la porte de sortie de la consanguinité de la couronne de Russie,
on va se dire que c'est pas très important qu'il soit vraiment le fils naturel de Pierre. Élisabeth Ier va abdiquer au profit de Pierre et elle va devenir impératrice consort sous le règne de Pierre III du 5 janvier au 9 juillet 1762. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas à la cour impériale française. Enfin, on le connaît, mais jusqu'à Marie de Médicis. Pourquoi impératrice consort? En Russie, il n'y a pas la loi salique, c'est-à-dire que la couronne peut très bien revenir à une femme à partir du moment où elle est dans la lignée et qu'elle a été ordonnée impératrice, tsarine, par l'Église orthodoxe. Donc, quand Élisabeth va mourir le 5 janvier 1762, il faut un trône, elle laisse un trône vacant aux femmes. Pierre III monte pleinement sur le trône avec la femme qu'il a épousée, à savoir Catherine de Russie, qui va recevoir le sacrement d'impératrice consort. Ce qui veut dire que s'il arrive un malheur à Pierre III, la couronne revient automatiquement à Catherine. Vous le voyez arriver? Il va lui arriver des bricoles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pierre est sur le trône. Il est totalement instable. Il va prendre des décisions que les nobles russes vont approuver du bout des dents. Il va notamment, et contre toute attente, interdire le port de la barbe, qui est en Russie un symbole de l'Église, un symbole de la, comment dire, de la puissance masculine russe. Il va en interdire le port. Et alors, ça va poser quand même un certain nombre de problèmes. Parce que, quand il monte sur le trône, essayez juste de suivre un petit peu. Louis XV et donc la France et l'Autriche sont en plein dans la guerre de 7 ans. D'accord? La Russie, qui est alliée de la France, va assiéger la ville de Berlin pour asseoir et aider son voisin français. Mais alors, quand le nouveau tsar arrive, les choses vont changer. Et vous savez pourquoi? La Russie va se détourner de la France parce que Pierre III est un amoureux platonique de Frédéric de Prusse. Ça, on ne l'avait pas vu venir. C'est-à-dire qu'il va totalement se désengager de cette guerre par rapport à son amour avec Frédéric de Prusse, qui n'a jamais existé, parce qu'il ne le connaît pas. Mais, et alors, tout le monde est absolument décontenancé. Le siège de Berlin est levé et il va se retirer sans même avoir demandé aux Prussiens de le dédommager pour l'aide qu'ils pouvaient amener. Les Russes
ne savent, enfin, l'armée russe est quand même un petit peu énervée. Car, on va être franc, la guerre, ça coûte cher. Pierre n'a pas vraiment les moyens de cette guerre. Et donc, contrairement à toutes les apparences, il va demander à l'armée prussienne d'habiller l'armée russe, si vous le voyez arriver, avec des uniformes prussiens. Les généraux russes sont fous furieux. Les nobles russes sont totalement fous furieux. Et il commence à se dire que Pierre III est quand même un petit peu bizarre. Donc, Pierre III gouverne à coups d'oukase. O-U-K-A-S-E. Ce sont des décisions impériales qui ne peuvent être contestées. Et donc, un matin, il va demander aux Russes, et notamment à l'Église orthodoxe, de se raser la barbe. En prétextant que la cour française ne tolère pas la barbe et qu'il veut égaler la cour française par sa magnificence. Il va même changer la façon dont s'habillent les popes pour leur imposer un vêtement de pasteur protestant. Les icônes sont retirées des églises et les biens du clergé barbotés par Pierre. Pierre va même aller, écoutez bien, parce que pour la Russie, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, il va proclamer la liberté religieuse. Dans le royaume du patriarche Cyril, c'est un petit peu compliqué à avaler. Il met fin au service perpétuel. Qu'est-ce que le service perpétuel? Pierre le Grand a instauré, comme Louis XIV, un service obligatoire pour les familles nobles auprès de lui. Les nobles vont acheter des charges pour avoir le plaisir, contre rémunération, de servir le tsar. Ce qui veut expliquer que le tsar monnaie absolument tous ses services. Les nobles ne sont plus donc obligés de servir l'État, sauf en temps de guerre, il va bien falloir payer. Et ce qui est étonnant, et c'est là que on va commencer à se poser des questions sur Pierre le Grand, sur Pierre III, pardon, c'est que cet oukase n'a jamais été révisé par les autres tsars. Le problème de Pierre, c'est qu'il faut qu'il trouve chez les militaires une occasion de se racheter de cette calamiteuse aventure berlinoise. Donc, comme il est duc de Holstein-Gottorp, il va déclarer la guerre au Danemark pour s'emparer du duché de Schleswig, qui est contigu à son territoire de Holstein, et parce que le roi du Danemark en est le détenteur féodal. Et lui veut devenir duc de Schleswig. Il va se méfier parce que vous savez que même s'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, le Danemark a cette réputation d'être un pays un petit peu libertaire,
où les nouvelles idées de Diderot, de Voltaire, de Rousseau ont fait fureur. Donc il a peur que sa femme Catherine s'investisse dans ce conflit. Il va donc l'enfermer de nouveau au château de Peterhof et il va rejoindre ses troupes à Kronstadt, qui est le port de guerre qui se situe sur le golfe de Finlande. Catherine est énervée. Et quand une princesse allemande est énervée, elle veut faire la guerre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire la guerre? On complote. Donc, Catherine va prendre la décision avec ses courtisans de renverser son mari, Pierre III, en faisant courir beaucoup de bruit sur son incapacité sexuelle, sur son incapacité intellectuelle et sur les mœurs qu'on dit un petit peu bizarres de Pierre III avec ses officiers russes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va demander à son amant, oui, elle a un amant, on est au 18e en même temps, hein, elle va demander à son amant, Grigory Orlov, de joindre son frère pour arriver au palais avec l'aide de Nikita Panin. Donc, le 28 juin 1762, ils vont faire venir une centaine d'hommes des régiments. Alors, je vais le lire parce que Preobrazhensky et Ismaïlovski, qui servent d'escorte à Catherine dans sa marche sur Saint-Pétersbourg. Et quand ils vont voir que Catherine est en marche, eh bien, l'armée ne va pas protéger Saint-Pétersbourg et au contraire, ils vont se joindre à eux parce que eux aussi en veulent à Pierre de ces décisions, ces occasions un peu grotesques. Donc, le clergé va se mettre aussi du côté de Catherine, qui va lui refaire des promesses qu'elle ne tiendra pas, et entraînant là le Sénat russe. Donc, on a le Sénat, on a Catherine et une partie de l'armée, l'autre est avec l'empereur à Kronstadt, et surtout, on a l'Église orthodoxe. Lorsque l'armée va apprendre à Kronstadt que une partie de l'armée s'est retournée contre Pierre III au profit de Catherine, il va être arrêté par ses militaires et être emmené, Coco Martine, et être emmené à Ropcha. Je lis les mots, parce que, enfin les noms russes, parce que je ne suis pas super doué pour ça. À Ropcha, où il va être obligé de signer son abdication sans revoir sa femme. Au début, on a pensé exiler Pierre III, mais finalement, Catherine, dans sa haute magnificence, va demander au frère Orlov de s'occuper du cas de Pierre. Et on pense que Alexei Orlov, le frère de son amant, aurait étranglé Pierre III.
Germaine de Stel, qui va beaucoup écrire sur la Russie, va écrire l'épitaphe française de Pierre III de Russie en expliquant un despotisme tempéré par la strangulation. Est-ce que c'est un meurtre prémédité par Catherine? On ne sait pas. Catherine va annoncer aux chancelleries des pays étrangers que l'empereur avait succombé à une crise de colique hémorroïdale. C'est quand même la première fois qu'on a vu quelqu'un mourir des hémorroïdes. Et donc elle va monter sur le trône après avoir, elle, failli échapper à un attentat, parce que Pierre III ne voulait pas se laisser dépouiller comme ça. Donc il avait demandé à ses soutiens de scier les cieux du carrosse impérial et de s'arranger avec les cours royales pour dire qu'elle avait succombé sous les sabots d'un cheval. On va raccompagner Pépito, comme ça je vais boire un coup. Ah bah c'est très très louche. C'est extrêmement louche. C'est même tellement louche que tout le monde va se dire que, après tout, c'est un consanguin et qu'il n'avait que faire de ce consanguin sur le trône de Russie. Alors évidemment, Catherine va revenir sur les oukases. Je vais essayer de vous trouver ce que va en dire Voltaire. Qui ça? Alors, Pierre le Grand, il avait, j'en sais rien du tout. Il est né en 1727, il est mort en 1762. Donc non, il n'était pas si vieux que ça. Ouais, j'ai pas les dates de naissance de. Alors, quand Catherine arrive sur le trône, il a été étranglé par Alexei Orlov. Quand Catherine arrive sur le trône, elle n'est pas formée pour ça. Donc, l'Église orthodoxe va essayer de reprendre, de prendre le, comment dire, de reprendre le pouvoir, mais elle ne fait pas confiance au patriarche Cyril, et elle va former un gouvernement avec ses fidèles. Donc, Nikita Panine, qui exerce une influence considérable. Alors, oui, si tu veux, on parlera du Vorlov, effectivement. On en parlera après, parce que en fait, si j'en parle maintenant, ça va me faire avancer sur des trucs que je ne voulais pas avancer. Donc, elle va
introduire à la cour de Russie des conseillers femmes et elle va donner des rôles extrêmement officiels à des femmes en Russie, ce qui ne s'était jamais vu avant. Et vous savez que les nobles détestent ça. Alors on va commencer à parler des mœurs de la grande Catherine. Et les mœurs de la grande Catherine, dès son enfance, on les dit un petit peu, enfin on l'a dit très portée sur la chose. En fait, elle va expliquer très jeune qu'elle pensait qu'elle pouvait gouverner par son con. C'est la façon dont se décrivait, c'est le nom que les femmes donnaient à leur sexe à l'époque. Et elle disait que pour obtenir les faveurs d'un homme, il suffisait de se faire, alors de tête, briller le con pour en extraire le jus. C'est un poème. Et ceux qui mangeront du veau Orloff comprendront ce que c'est que faire briller le jus. Catherine avait un caractère masculin dans un corps féminin. Et ça vient d'ailleurs de son éducation stricte, protestante, etc. Et à l'époque, comment fait-on pour détruire une femme? Détruire la réputation de la femme. On l'a vu pour la Maintenon, on fait paraître des libelles ou une chanson qui va être célèbre au XVIIIe siècle. Le roi Louis se retire à Versailles, où il va épouser sa vieille Catin. Eh bien, pour la grande Catherine, c'est pareil. La grande Catherine, les hommes ne supportent pas d'être gouvernés par une femme. Donc, ils vont commencer à faire courir les pires bruits sur Catherine de Russie. Catherine de Russie aime les hommes, on lui fera aimer les chevaux. C'est ce que va dire le général, un général à Orloff. D'où par cette légende de Catherine aurait eu des rapports avec son cheval car il lui était soumis. Oui, Catherine est une dominatrice. Et les appartements de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg s'en souviennent encore. Elle va s'installer dans les appartements de Pierre le Grand, va remettre à la cour le costume folklorique de la Russie. Vous savez, cette espèce de couronne en bulbe avec ce foulard en or sur la tête. Et elle va s'employer à mettre dans ses mains une badine en or. Les doux temps de la badine en or.
pas magique, elle s'en servait comme on s'en sert avec les chevaux. Est-ce que vous voyez encore l'allusion? En gros, elle aimait abattre la croupe de ses amants. Et Orlov, Alexei Orlov, qui est son amant, n'est pas non plus un inconnu pour le lit des hommes. Ah oui, elle est impératrice quand même, Lila Belle. Vous voyez le truc? Donc, quand elle arrive sur le trône, elle a toute cette réputation et elle va. Tu ne comprends pas, Naxilam, tu es sûr que tu ne comprends pas battre la croupe de l'homme? C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'elle avait choisi Orlov. Car une chose est réelle, on a retrouvé une ceinture dotée d'un instrument phallique qu'elle utilisait avec Orlov dans une position qu'on pourrait qualifier de chienne de course. Ben oui, alors nous allons expliquer à Unaxilam ce que veut dire se faire briller le con. Partie du amour. Comment je pourrais dire ça? Disons qu'à la fin du coït, l'homme et la femme libèrent de leur glande séminale. Vous êtes bien sûr que je fais attention, mais c'est pas facile. Et vont en. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Disons qu'après, c'est tout mouillé. Et quand c'est mouillé, ça brille. Enfin, pas tellement chez la grande Catherine, parce que apparemment, il faut une débroussailleuse. Oui, mais Martine, c'est compliqué. Et c'est pour ça que dans la recette du veau Orloff, on broie les champignons avant de les servir. Si, à l'époque, ça existait les rasoirs. Mais Catherine était un homme déguisé en femme. Donc, elle n'accordait pas une énorme importance à sa toilette. Faut le dire. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle va prendre le trône de façon entière. Elle va soumettre l'Église orthodoxe. Elle va dépenser des sommes considérables pour créer ce qu'on appellera l'accord du Nord entre la Russie, la Prusse, la Pologne, la Suède et peut-être le Royaume-Uni, mais ça, c'est pas dit. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni va demander à la Russie de l'aider dans son combat
contre la libération américaine. Et donc, on pense que le Royaume-Uni n'a jamais rejoint cette alliance. Mais lorsque Panin va être limogé, parce qu'il ne pouvait pas rendre tous les services à l'impératrice qu'elle lui demandait, en 1781, on va s'apercevoir que en fait, ce traité n'est qu'un traité de papier. À la suite de la mort du roi Auguste III, Catherine va prendre part à l'accession au trône de Pologne et de Lituanie, et elle va vouloir absolument faire nommer un ancien amant, Stanislas Poniatowski, qui devient Stanislas II Auguste. Je vais m'arrêter 30 secondes. Qui est Stanislas Poniatowski à votre avis? On connaît très 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 bien ce. Ben enfin, ben non. C'est pas possible. Vous allez pas me dire que vous le savez pas. Stanislas Poniatowski. Mais non, enfin. Mais non, son père n'a pas été au gouvernement. Enfin, Stanislas Poniatowski. Qui a été à Nancy? Quelle est la plus grande place de Nancy? La place Stanislas. Le père de donc Stanislas Poniatowski est le père de enfin ça vous dit rien? Là, je peux quand même. C'est le père de la femme de Louis XV. Marie Lesinska. Que la couronne de France va recueillir quand il va être chassé de Pologne. Voilà. Ce père de Marie Lesinska est un amant de Catherine. Quand je vous dis que ça devient de plus en plus compliqué, c'est que ça devient très compliqué. Donc, elle va pousser au renversement des tendances en Pologne, en Prusse, en Suède et au Danemark. Et donc, elle va pousser tant et si bien qu'elle va récupérer un certain nombre de territoires, mais ce n'est pas sans compter l'ambition de Frédéric II. Frédéric II veut bien donner la couronne. Martine veut bien donner la couronne à Stanislas s'il récupère les territoires polonais
particulier la Prusse occidentale qui sépare euh, de la Russie la Prusse orientale, Königsberg. Le duché de Brandebourg, Brandebourg c'est Berlin. Donc, on va arriver à deux forces, la Russie d'un côté, la Prusse de l'autre. Et donc, la Russie, c'est les orthodoxes qui vont aussi protéger les protestants. Et la Prusse, ce sont les protestants et les jansénistes. La France est plus loin avec les catholiques. Et surtout, la grande Catherine va s'employer à remettre sur le trône les droits de la noblesse polonaise face au roi. Le roi de Pologne n'est pas un roi de succession, mais un roi élu. Ce qu'il voudrait dire que si la noblesse polonaise revient à son rôle principal, ça va affaiblir le gouvernement qui élit le roi de Pologne. Mais la première crise de 1768 va éloigner le trône de Stanislas et la guerre civile qui va s'en suivre va voir le déménagement de la cour de Pologne en France dans son duché de Lorraine, où il va prendre ses quartiers et il donnera une reine à la France. Oui, une axillame, mais on va reprendre le truc. Alors, quel est le problème de Catherine? À l'ouest, c'est les Français et les Prussiens. Mais à l'est, elle a des problèmes, elle aussi. Le premier qui moufte, ça va, je vais m'en servir. Au sud et à l'ouest, elle a des problèmes avec les Ottomans. Oui, les Ottomans, les Turcs, les Perses et certaines contrées d'Arabie qui veulent le sud du royaume de Russie. Eh oui, déjà. Et la Catherine, déjà, comme tu dis, elle n'est pas d'accord. Donc, elle va masser ses troupes au sud du pays pour obliger les Ottomans à reculer. Elle veut recréer l'ancien empire byzantin et donner à Constantin, le petit-fils de Catherine, ce royaume byzantin, et donc exclure les musulmans du territoire européen et russe. Elle va rencontrer, pour ce faire, le grand vizir qui s'attendait à voir un homme. Il va avoir une femme. Et il va tenter d'intimider l'impératrice en lui plantant un couteau dans la main. Est-ce que vous croyez que Catherine, qui a prémédité la mort de son époux et d'un certain nombre de personnes, va se laisser faire? Eh bien, elle va retirer le couteau de force et elle va le planter dans la gorge directe du grand vizir, qui le laissera pour mort. Elle va être sauvée par son aide de camp, qui va la ramener en sang au campement impérial, en sang, mais victorieuse, des Ottomans.
Ils vont donc... Ah oui, bah à l'époque, ils ne se posaient pas enfin, moins de problèmes que maintenant. Elle va donc obtenir que les Ottomans quittent le territoire, enlèvent la Crimée, les forteresses d'Azov, de Tangarov, de Kimbourun et d'Izmaïl aux Ottomans. Et elle déclare en 1783 l'annexion de la Crimée à la couronne impériale russe. Et c'est là qu'on se pose quand même des questions. Parce que si la Crimée avait été envahie plus ou moins par les Ottomans, la Crimée avait obtenu, dans les années 1870, son indépendance vis-à-vis de la Russie et du Royaume ottoman. En décrétant l'annexion de la Crimée sans poser la question aux habitants, elle se comporte comme Poutine s'est comporté il n'y a pas très longtemps, en annexant la Crimée sans tenir compte du vote des habitants. Mais en 1787, les Ottomans reviennent, ben oui, parce que vous savez comment ils sont, hein. Tu les chasses par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Ils vont perdre cette guerre en 1792, laissant l'armée russe un petit peu exsangue, mais victorieuse. Et d'ailleurs, elle va se faire la barrière des musulmans. Elle ne tolère pas, malgré la liberté de religion à la cour de Catherine, elle ne tolère pas les musulmans. Elle va même faire exécuter en public, dans une promenade du château de Saint-Pétersbourg, un noble russe qu'elle a surpris en train de prier en arabe. Oui, parce que Catherine, elle règle ses problèmes de deux façons. Soit elle couche, soit elle condamne et elle tue. Mais Catherine, c'est une guerrière. Donc, elle va... Ah, elle est mauvaise. Ah bah oui, elle est mauvaise. Elle va contribuer à la succession de Bavière en se posant comme médiatrice entre la Prusse et l'Autriche. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la succession de Bavière? Elle va donner au duc Maximilien. Ah, mais on le connaît, le duc Maximilien. Bah si, on le connaît. Il est duc de Bavière. Exactement, c'est le père d'Élisabeth d'Autriche. Faut suivre, Molly. Il y a autre chose. Catherine est obsédée par l'Empire, enfin, par le roi de Suède. Alors on dit que le roi de Suède avait autant de problèmes de comportement que Pierre III. Et on pense que Catherine enfin la grande Catherine a eu une relation avec le roi de Suède, puis une relation avec la reine de Suède. Oui. On n'hésitait pas à ce moment-là à se grignoter la biscotte entre gens du même monde. Mais tout ça, ça fonctionne. À la mort de Catherine,
elle a agrandi le royaume russe de 518 000 km², ce qui est énorme. Et elle va prendre le maximum de territoire à la Pologne et à la Turquie. Elle ne peut pas les voir, les Turcs. Elle va même interdire le port du vêtement turc, ce qui vaudra à toute la cour de raccourcir les vestes qu'ils portaient. La grande Catherine, on arrive à ses mœurs petit à petit et aux trucs un petit peu croustillants, mais il faut attendre que les enfants soient accouchés, c'est pour ça, va quand même amener énormément de choses. Elle va travailler à la modernisation institutionnelle de la Russie, à donner un rôle aux femmes. Elle va faire publier, Pierre le Grand avait interdit la publication de documents pour que la cour, le peuple n'apprenne pas à lire, pour qu'il ne puisse pas se soulever contre son suzerain. Elle va rétablir la presse papier, qui deviendra ensuite la presse journalistique, et elle va faire publier un traité qui s'appelle Instruction, adressée par Sa Majesté l'impératrice de toutes les Russies, établie pour travailler à l'exécution d'un projet d'un nouveau code de loi. Elle est bien avant Napoléon Ier, dans l'optique de suivre les conceptions de Molly. Je vous vois, vous bavardez, Molly. Les conceptions de Voltaire, et oui, notre philosophe, qu'elle a appelé à la cour. La conception de Voltaire, elle va essayer d'en faire un principe de droit russe. Quand on dit que la Russie Onaxillam, venez à côté de moi, comme ça personne ne pourra copier. Quand on dit que la Russie et la France ont une énorme histoire en commun, elle passe effectivement par Voltaire. Elle est dite en 1785, bien avant la Révolution française, une charte de la noblesse qui autorise les nobles à présenter des pétitions monarques, qui les exempte du service militaire, qui leur donne beaucoup de pouvoirs et de droits, notamment le droit de vie et des morts sur leur serfs. Pourquoi Voltaire? Mais on va le voir après, mais on verra après pourquoi Voltaire. Elle va aussi créer en Russie les premières usines, les ateliers, les manufactures. La production industrielle va doubler sous son règne et on va sortir de l'état paysan à l'état industriel. Elle va créer une nouvelle monnaie, le kopek. Elle va faire venir des colons allemands qui, elle le pense, sont plus aptes à diriger des entreprises. Et elle va, et on connaît tous encore cette ville, elle va ordonner la construction du port d'Odessa. Parce que du port d'Odessa partiront à l'étranger ce qui sort de la manufacture russe. Catherine II prend exemple sur tout ce qui vient de France. Et elle va même
lier une relation épistolaire avec un ennemi de Robespierre. Allez, c'est interrogation surprise. De qui parle-t-on? C'est une femme française, ennemie de Robespierre, qui a été décapitée par celui-ci pour avoir écrit « Merci, Olympe de Gouges ». Exactement. En fait, elle va se servir de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne pour se l'approprier en Russie. Mais c'est une futée, Catherine. Elle est contactée par le Royaume-Uni pour leur venir en aide avec la guerre d'indépendance américaine qui sévit, où la France est impliquée avec Lafayette. Olympe de Gouges, Daniel, c'est la première féministe française. Mais, et c'est là que c'est drôle, le Royaume-Uni lui avait envoyé un diplomate de la jaquette, alors que les Américains lui ont envoyé un homme qu'elle considérera comme brillant. Et alors elle va faire un truc totalement ahurissant. Elle va les convoquer ensemble sur un dîner d'apparat où elle va se pencher et d'un côté et de l'autre. Mais quand elle voit que les atouts physiques de la grande Catherine n'émoustillent pas le diplomate anglais, alors que le diplomate américain la prendrait bien sur le bureau, elle va prendre une décision absolument inouïe. Le lendemain, elle va convoquer l'ambassadeur anglais qui va arriver dans son bureau sur lequel il y aura un traité. Les Anglais demandent de la nourriture et des hommes et elle va demander à son général combien de temps prendrait l'envoi de la nourriture et des hommes et il va lui dire 6 semaines. Et à votre avis, mon général, combien de temps vont mettre les Américains à chasser les Anglais? Le général lui dit 8 semaines. Alors, Catherine va avoir cette idée absolument folle. Elle va accorder son aide au Royaume-Uni sous un délai de 10 semaines, en étant persuadée que les Américains gagneront avant. Elle signe le traité, les Anglais sont fous de joie et ils repartent. 2 heures après, se pointe l'Américain et il n'y a rien sur le bureau de Russie. L'Américain est quand même un petit peu surpris du refus aussi net de l'impératrice. Catherine va s'asseoir littéralement sur le bureau. Elle va s'asseoir sur le bureau et elle va dire à l'Américain, il reste encore une chose sur mon bureau. L'Américain va comprendre assez vite qu'il fallait trousser l'impératrice. Il introduit donc le membre le plus sacré de son anatomie dans l'impératrice, qui va le considérer comme apte au service, je vous jure que c'est vrai, et va lui accorder la nourriture et l'argent pour entretenir les troupes américaines. Elle a accepté des deux côtés
et elle en a pris un plaisir soudain. Alors, c'est une femme qui est très cultivée. C'est une femme qui, on le sait, a été délaissée par son époux. Elle n'a qu'un enfant. Elle considère le royaume de France comme une inspiration réelle à la domination de la femme. Elle fait très peu cas de son apparence physique, on l'a dit obèse. Elle écrit. Elle est aimée par les intellectuels de son temps. Elle va, c'est aussi grâce à la grande Catherine que Diderot va pouvoir écrire l'encyclopédie. Elle va créer une chose qui est une grande révolution médicale. Elle va créer la variolisation. Et elle va généraliser la variolisation en le faisant sur elle-même. Qu'est-ce que la variolisation? En fait, les médecins recueillent sur les morts de la variole des liquides infectés et ils vont opérer une coupure sur les corps sains et mettre des gouttes de ce liquide infecté sur le corps sain. Comme le corps est sain, il va rejeter automatiquement il va travailler pour rejeter automatiquement la variole, qui est la maladie qui tue le plus. C'est une vaccination qui n'en porte pas le nom. Elle va développer les mathématiques. Elle va convaincre le plus grand mathématicien du XVIIIe, Léonard Euler, de revenir de Berlin. Elle va créer quelque chose que le monde des forains doit leur fortune à Catherine de Russie. Il n'y aurait pas de parc Astérix. Il n'y aurait pas de Disneyland. Il n'y aurait pas de fête foraine sans Catherine. Car avec Léonard Euler, elle va créer la première variation et la première explication de l'attraction humaine, de l'attraction terrestre, par un manège qui s'appelle les montagnes russes. C'est la première qui va créer en Russie cet énorme manège qui va être tracté par des chevaux avec des poulies pour monter la nacelle en haut d'un échafaudage en bois qu'on va lâcher dans un enchevêtrement de montée et de descente qui s'appelleront les montagnes russes. Elle va créer avec le juriste Pierre-Paul Lemercier et la rivière de Saint-Médard à Saint-Pétersbourg des textes de loi. Elle va apprendre à réformer. C'est un échec au début parce que ils ne s'entendent pas sur le plan des idées. Mais elle veut, elle, passer pour une érudite et donc va créer une caution intellectuelle et philosophique à la physiocratie. Alors, on a déjà parlé de la physiocratie. Est-ce que vous savez ce que c'est que la physiocratie?
La physiocratie, c'est reconnaître par le physique la volonté de réussite de l'homme. À l'époque, Garofalo, un juriste italien, avait émis l'hypothèse que, en fonction des caractéristiques de la boîte crânienne de l'être humain, on pouvait définir qui allait être un délinquant et qui n'allait pas en être un. Ce qui voulait dire qu'on pouvait vous arrêter dans la rue parce que vos caractéristiques physiques, selon Garofalo, pouvaient intervenir dans votre capacité à commettre une infraction. Elle va aussi beaucoup aider les écrivains, notamment Diderot et un écrivain allemand très connu, qui est aussi philosophe, qui a été un ministre de la Grande Catherine et qui a été aussi un moyen de propagande. Est-ce que, si je vous parle de Melchior Grimm, vous savez de qui on parle? Le comte de Grimm, ça vous dit rien? Les contes de Grimm, ça vous dit rien? Un jour mon prince viendra, un jour il me dira. Exactement. Alors il ne s'appelait pas, il l'avait pas appelé à l'époque Blanche-Neige, mais c'est Disney va beaucoup se servir des contes de Grimm pour créer ses personnages. Diderot, qui meurt en 1784, va vendre en 1765 à la Grande Catherine sa bibliothèque. Mais, et c'est là qu'on parle de mécénat, l'Empire russe possède la bibliothèque de Diderot, mais ils vont la laisser à disposition à Diderot. Ce qui fait que Louis XV ne pourra pas saisir la bibliothèque parce qu'elle appartient à la Grande Catherine et que ça en fait un objet diplomatique. C'est énorme. Il va séjourner d'ailleurs à Saint-Pétersbourg et on n'a pas, par rapport à Voltaire, de relations épistolaires à l'horizontale. Et il va y avoir la dernière grande affaire, et on va en arriver à ces mœurs très dissolues, l'affaire Raditchev en 1790. Alexandre Raditchev publie son voyage de Pétersbourg à Moscou, dans lequel il parle des conditions de vie déplorables des serfs russes. Et alors, elle va poursuivre Raditchev, elle va le condamner à mort, et puis elle va lui rendre une petite visite dans les geôles, et elle va se dire, bah non, c'est quand même dommage, on va quand même pas, on va le condamner à la Sibérie. Elle veut se faire passer pour une despote éclairée et donc elle se dit que si elle le tue, elle va passer pour une vilaine pas belle méchante et qu'en plus le monsieur avait un perchoir à oiseaux qui coulissait merveilleusement.
Donc, elle va l'amener à, quand même, enfin, en Sibérie, parce que Raditchev, qui arrive de France, arrive avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, la grande Catherine ne peut pas laisser passer ça. Elle va se dire quand même qu'elle veut bien s'ouvrir à l'Occident, mais pas par les voies des droits de l'homme. Au matin du 16 novembre 1796, l'impératrice de 67 ans boit son café, se rend aux toilettes, Zhukov va aller voir ce qu'il se passe, il va voir la porte ouverte, l'impératrice est étendue sous le trône de porcelaine, nue, les yeux fermés, le teint violet, avec une respiration difficile. On convoque la cour, le tsarévitch est convoqué, Paul II, on convoque les favoris de sa mère, et on dit qu'il faudra ouvrir les portes à 2 battants pour faire rentrer tous ses favoris, même ceux à 4 pattes. C'était une grande passionnée de chevaucher, et donc effectivement, elle aimait particulièrement les chevaux, mais pas dans ce que vous pensez. Et donc, tous les favoris de l'impératrice vont passer devant le lit qui appartenait à Pierre le Grand pour lui rendre hommage. À votre avis, comment? Si vous trouvez, c'est fort. Ils lui ont présenté les armes au garde à vous et non pas les armes des bras. Exactement. Alors, on connaît beaucoup d'amants. Est-ce que vous connaissez un de ces amants les plus célèbres? Pensez à Odessa. Il s'appelle Grégory. Tiens, peut-être que l'autre, le Grégory, va peut-être être une réincarnation, on ne sait jamais. Grégory Potemkin. Ça vous parle pas, Potemkin? Le port d'Odessa, le film, le cuirassé Potemkin. Voilà. Le dernier amant s'appelle Platon. Excusez-moi, je viens de voir le nom en russe. Je vais le dire vite pour que le robot ne le prenne pas.
Zoboff. Mais comment on peut s'appeler comme ça? Exactement. Et il y a une chose qu'on ne connaît pas sur la Grande Catherine. Ça ne pas non plus. Je suis désolé. Catherine II a admis à la cour une, une manière de vivre qu'on connaît peu dans les cours européennes, à savoir le bouddhisme euh, du peuple bouriate qui vivent en Sibérie autour du lac Baïkal. Et il faut savoir qu'elle l'a vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, ouais. C'est pas du tout comment. Et d'ailleurs, on le sait assez peu. Il faudra. Elle est très, très, très versée de toute façon sur beaucoup de manières de vie. Elle veut de toute façon révolutionner la Russie. Et elle révolutionne la Russie parce qu'elle vit comme un homme, parce qu'à l'époque, la femme ne choisit pas son amant. C'est l'amant qui choisit la femme. D'ailleurs, pour la petite histoire, Pierre III, son mari, qui avait beaucoup de maîtresses, tringlait aussi vigoureusement la femme de son meilleur ami, mais il ne pouvait y arriver que si le meilleur ami en question y assistait. Cherchez l'erreur. Exactement. Et puis, elle a été euh, vraiment. Alors, on ne sait pas si elle a été la maîtresse de Voltaire. Je pense pas. Voltaire était un petit peu ancien. Non, 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 parce que monsieur ne touchait pas. Monsieur regardait, mais ne touchait pas. Donc, Voltaire était un incorrigible queutard en France. Il est réputé pour ça. Il est réputé pour ne faire que très peu de cas du consentement de la femme, d'ailleurs. Eh bien, la Grande Catherine s'inspire de la vie passée de Voltaire pour satisfaire ses instincts les plus bas. Et Orloff, parce que c'est à Orloff qu'on doit le fait du cheval. Orloff va dire que le con de madame était si dilaté qu'un cheval n'aurait pas pu y toucher les parois. Voilà. En fait, l'origine de ça. Donc la Grande Catherine va mourir. On pense d'un AVC le 17 novembre 1796. Elle a régné 34 ans seule. Est reconnu souverain à 42 ans Paul, qui va reprendre la couronne symbolique de Pierre III et non pas de sa mère.
Et il va déposer la couronne impériale sur le cercueil de sa mère. Il fait inhumer ses parents. En fait, il a fait ressortir les restes de Pierre, qu'il a placé à côté de Catherine, avec la couronne impériale de Pierre, alors qu'il avait abdiqué, sur le cercueil de Pierre. Et ils sont enterrés tous les deux à la cathédrale Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg. Voilà. Et d'ailleurs, c'est étrange parce que pour l'époque, Catherine avait un moyen de contraception totalement délirant. Est-ce que vous voulez connaître le secret de contraception de Catherine? Mesdames qui sont en âge de procréer, je ne vous conseille pas cette pratique qui implique une autre femme. Catherine faisait venir tous les jours du citron jaune qu'elle coupait en 4. Elle pressait les trois quarts du citron que sa femme de chambre prenait en bouche pour lui souffler dans le con ce liquide, et avec le dernier quart de citron, elle lui collait au fond du vagin, et il pensait que l'acidité combattrait la vigueur des amants. Et d'ailleurs, ces amants ont toujours dit qu'il régnait dans l'entourage de la reine une odeur tellement citronnée qu'elle en restait imprégnée au coït. Voilà. Molly, essaye avec les citrons, tu nous le diras. Oh là 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 là. Voilà comment finit la Grande Catherine. Est-ce que vous avez des questions sur le règne de cette femme extraordinaire? Alors, ce live sera rediffusé sur mon site victoriapayot.fr